Salam alaikum, bonsoir et bienvenue à ce premier cours de cette année 2025-26. Ce premier cours va être consacré au nouveau thème, expérience de la nature, et évidemment à la présentation des 3 œuvres au programme de cette année. Nous commencerons avec la première œuvre, qui est évidemment la plus ancienne, puisqu'il est écrite en 1870, une œuvre littéraire, un roman euh, très long, on va dire, un roman de 500 pages, plus de 500 pages, 20 000 lieues sous les mers, de l'écrivain français Jules Verne. C'est donc un roman de vulgarisation scientifique, puisque le personnage principal est un biologiste, un professeur d'histoire naturelle, un scientifique, en bref, qui va mener une expédition malgré lui. Parce que, comme nous verrons plus tard, Pierre Aronnax, le professeur d'histoire naturelle, va être embarqué dans une expédition à bord de la frégate américaine appelée Abraham Lincoln, qui devrait chasser un monstre et sauver donc le monde de ce monstre qui attaquait les navires. Alors, le roman est publié en 1870, au XIXe siècle. Le titre est accrocheur. Et si on fait une petite analyse, on peut voir qu'il y a de l'exagération, puisque les pluriels montrent qu'il s'agit d'un très très long voyage, on va dire, autour du monde, mais c'est-à-dire en mer, et surtout c'est-à-dire dans un espace sous-marin, en fait. C'est pas au-dessus de la mer, c'est en dessous, puisque je pourrais expliquer plus tard, en fait, l'histoire, faire un petit résumé de l'histoire. Alors, si nous revenons au mot lieu, on a dans le titre le mot lieu. Une lieue représente presque 4 kilomètres. Et donc, si nous avons 20 000, ça veut dire 20 multiplié par 4, ça nous donne 80. 80 000 kilomètres. Donc, c'est une distance de voyage que va faire le Nautilus entre d'abord l'océan Pacifique Nord jusqu'au retour, en fait, on va dire, au large de la Norvège, où le Nautilus serait peut-être absorbé par le maelstrom, par ce phénomène naturel qui absorbe les navires, mais qui peut absorber aussi les animaux, enfin les baleines, etc. À la fin du roman, nous assistons à une fin tragique pour le Nautilus, puisque Nemo semble être, enfin Nemo, quand je parle de Nemo, c'est un des personnages principaux, évidemment, le fabricateur du sous-marin, l'ingénieur inconnu, enfin inconnu dans le sens où l'ingénieur misanthrope, l'ingénieur qui ne veut pas se faire connaître, l'ingénieur dont on ne connaît pas la nationalité, voilà, qui veut tout simplement, qui a décidé de fuir l'humanité et qui se venge parfois, comme le montrent les événements du roman. Voilà, nous avons également dans le titre le pluriel mer qui indique un périple mondial qui va dans tous les espaces maritimes. Voilà, en gros, le roman est un
un ensemble d'aventures, de découvertes, d'explorations que mène d'abord le professeur Aronnax avec son assistant, Conseil, et puis le Canadien avec qui il va faire une connaissance à bord du navire américain appelé plutôt Abraham Lincoln. Voilà. Le titre qui est donc très important, il a en fait un effet d'annonce parce qu'il prépare le lecteur à une aventure extraordinaire, une aventure hors du commun. Quand on voit le chiffre 20, évidemment, et l'exagération dont je viens de parler. Il s'agirait donc d'une aventure sous-marine, une aventure dont l'espace marin ou sous-marin qui veut montrer tout ça, une rupture avec le monde terrestre. Et l'action va se dérouler essentiellement dans les profondeurs sous-marines. Il s'agira également d'une pluralité d'expériences, car les mers au pluriel promettent des paysages variés et des découvertes multiples. On peut aussi faire une lecture du titre, une lecture plutôt symbolique. C'est en réalité une descente dans l'inconnu, c'est une plongée dans les profondeurs, dans les abysses, si l'on peut dire. Donc, cela revient à explorer l'invisible, à chercher à connaître l'inconnu, ce que, justement, aucun n'a encore fait. Il s'agit bien sûr ici d'une histoire fictive, d'autant plus que la prouesse technique qui est le Nautilus est, on va dire, une prouesse qui, pour Jules Verne et son époque, ne serait qu'un produit de science-fiction. Donc, le chiffre 20 000 traduit la grande ambition du projet scientifique. Voilà. C'est un roman d'aventure, c'est un roman d'exploration de la nature, c'est un roman de vulgarisation scientifique. On y découvre des explications, des descriptions de toute la faune et la flore sous-marine, une classification de toutes les espèces qui vivent en profondeur, et puis évidemment les péripéties, c'est-à-dire les aventures, ce que vivent les trois personnages, Ned Land, le professeur qui est le narrateur, et son assistant qui s'appelle Conseil. Voilà, dans le sous-marin, évidemment, lorsqu'ils seront capturés. Alors, le roman est structuré en deux parties. Il y a donc, on va dire, dans chaque partie, il y a beaucoup de chapitres, 23 dans la première partie et 24 dans la deuxième. Alors, d'où vient ce roman, en fait? C'est un projet ambitieux de Jules Verne qui va collaborer avec Pierre-Jules Hetzel, qui est son éditeur. Donc, Jules Verne va écrire le roman en 1869 pour la collection des voyages extraordinaires de son ami, qui est en même temps son éditeur. Jules Verne voulait en fait découvrir ou faire découvrir au lecteur la richesse des fonds marins, qui était encore inexplorée au XIXe siècle. Et on pourrait dire que les fonds marins peuvent constituer un nouveau continent. D'ailleurs, Nemo le dit déjà dans le chapitre 10 de la première partie. La mer ou les océans constituent les 7/10, c'est-à-dire les 2/3, plus que les 2/3, presque, voilà, un peu plus que les 2/3 de la planète. C'est pour cela que c'est très important. L'histoire commence en 1866 avec l'apparition d'une mystérieuse créature marine. Au début, on a cru que c'était un monstre et on a demandé, enfin les Américains demandent à ce professeur français qui s'appelle Pierre Aronnax
de se prononcer par rapport à euh, voilà, donc le monstre n'est qu'un sous-marin, un exploit technique. C'est un prodigieux, on va dire, exploit de la part du capitaine Nemo, qui aurait été un ingénieur dans une vie antérieure. Et les trois personnages qui nous intéressent, à savoir le narrateur, son assistant et le harponneur, c'est-à-dire le chasseur, le spécialiste de harpon, vont être capturés par le capitaine Nemo et ses hommes et vont se faire prisonniers. Alors, personnage du voyage sous-marin, nous avons d'abord Pierre Aronnax, professeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris, un savant curieux partagé entre la fascination scientifique et le doute moral. Son assistant, alors Pierre Aronnax devrait avoir la quarantaine, lui-même Conseil devrait avoir 30 ans. C'est un domestique dévoué, un érudit, c'est-à-dire un apprenti en fait. Il a un savoir livresque qu'il apprend dans les livres, ce que Pierre Aronnax lui apprend en fait. Ils font la rencontre de ce Canadien, enfin plutôt québécois, puisqu'il parle français, lorsque Aronnax a été capturé, lorsqu'il débarque sur l'Abraham Lincoln, il fait la rencontre de Ned Land, et comme le Canadien est un Québécois qui parle français, donc une amitié va naître entre les deux personnages. Et puis le quatrième, le plus important peut-être des quatre, qui est d'ailleurs un personnage énigmatique, mystérieux, c'est le capitaine Nemo, qui est l'ingénieur, l'inventeur du sous-marin. C'est un misanthrope, c'est-à-dire quelqu'un euh, qui a quitté la société. C'est un misanthrope, c'est quelqu'un qui n'aime pas les hommes, au sens miss, c'est-à-dire déteste, celui qui déteste, haineux, etc. Il est hanté par ce passé mystérieux. Voilà les personnages principaux du voyage. Évidemment, c'est un roman, comme je viens de dire, plein de découvertes, d'aventures, etc., comme vous verrez plus tard, que les expériences que font les personnages sont des expériences multiples qui vont de l'émerveillement devant la beauté de la nature à la sidération, parfois la stupéfaction, à la menace qui est liée à l'insécurité, c'est-à-dire le danger de se perdre dans l'océan, les océans, donc le danger de la monstruosité, ils sont attaqués par des monstres, l'araignée de mer par exemple, euh, le calmar géant, la banquise, c'est-à-dire le mur de glace hein, qui bloque le Nautilus et l'équipage risque la mort. Donc toutes ces aventures. Et puis la dernière, c'est celle du Maelstrom à la fin du roman. Les trois personnages vont être miraculeusement sauvés par des pêcheurs norvégiens. Et le narrateur nous dit que finalement, il a pu être sauvé grâce à des pêcheurs norvégiens. Et comme il avait pris avec lui, on va dire, toutes les notes qu'il avait écrites, depuis le début de son voyage jusqu'à la fin, évidemment, eh bien, il saura, comme il dit, raconter son aventure dans un livre. Alors, le deuxième roman, puisque pour chaque thème, il y a deux œuvres littéraires et une œuvre philosophique. La deuxième œuvre littéraire de cette année est un roman écrit par une femme, c'est une Autrichienne qui s'appelle Marlène Haushofer, et c'est un roman sur l'expérience de la survie d'une femme qui a 40 ans, à peine, je veux dire plus de la quarantaine, qui se trouve contrainte à survivre dans une forêt après une catastrophe nucléaire. Alors une catastrophe qui va figer, qui va pétrifier
tous les êtres vivants, surtout les humains et les animaux, et qui va dresser un mur qui empêchera la narratrice, cette femme de 40 ans, de pouvoir aller au-delà du chalet et du périmètre où se trouve le chalet, en fait, dans la forêt. Voilà. C'est un roman écrit par cette écrivaine autrichienne. Il est écrit donc en allemand, 1963. C'est un roman sur la fin, enfin presque apocalyptique, j'allais dire la fin du monde. Non, c'est un roman post-apocalyptique dans le sens où il y avait un climat anxiogène. Il y avait, pendant la guerre froide qui a commencé en 1947, entre l'URSS, l'Union des républiques soviétiques socialistes, et les États-Unis d'Amérique, donc deux blocs, les, voilà, les Occidentaux contre l'URSS. La guerre commence en 1947 et se termine en 1991 avec la dislocation, bien la disparition de l'URSS. Et 2 ans plus tôt, 88, 88, non, 89, c'est ça, 89 absolument, il y avait la chute du mur de Berlin. Vous voyez donc il y a le mot mur aussi ici dans le titre. Alors, d'où vient le titre en fait? C'est un mur, c'est comme un obstacle, il est invisible évidemment dans le sens où c'est pas un mur de béton, c'est juste, on va dire, il y a quelque chose qui empêche, un obstacle invisible, il est tout simplement lisse et froid euh, et solide, c'est tout ce que peut dire la narratrice, qui donc invente, voilà, par la fiction, un roman pour nous dire attention, l'humain, c'est-à-dire les humains peuvent être dangereux les uns pour les autres, mais surtout pour la nature, en fait. Et d'ailleurs, à un moment donné, dans le roman de Haushofer, on peut voir que elle regrette que la catastrophe nucléaire tue les animaux également. Il dit que cette catastrophe nucléaire ferait mieux de ne tuer que les humains, puisque c'est eux qui, à la base, sont à l'origine de tous les malheurs, si on peut dire. Les animaux, eux, c'est des victimes collatérales des bêtises humaines, en fait. Et donc, il réfléchira sur ce désastre nucléaire en reprenant un thème classique, en fait. Ce qu'on appelle une robinsonade par rapport à l'histoire de Robinson Crusoe qui a été inventée bien avant le XXe siècle, euh, exactement au XVIIIe, hein, ma mémoire est bonne, 18e avec un Anglais qui s'appelle Daniel Defoe, un écrivain anglais qui va écrire l'histoire de Robinson. Robinson est un homme qui survit après un naufrage et se retrouve sur une île tout seul. Voilà. C'est presque la même chose puisque la narratrice se retrouve toute seule. Et donc, il va devoir organiser sa vie dans la forêt en essayant de survivre avec le moins de moyens possible, en étant rationnel et en n'épuisant pas trop les ressources, mais surtout en retrouvant de l'amour, en retrouvant de la jouissance, de la réjouissance et on va dire du réconfort auprès des animaux en fait. Voilà. Euh, C'est donc un roman intimiste, c'est comme un journal intime. La narratrice écrit à la première personne. Elle ne donne pas de prénom, donc pour elle, c'est pas important de parler on sait que c'est une femme qui arrive dans la forêt. Elle a été invitée par sa cousine, qui s'appelle Louise, et le mari de cette dernière, qui s'appelle Hugo. Et comme Hugo était un homme célèbre, enfin un homme célèbre, un homme riche, eh bien, il avait un chalet dans la forêt. Eh bien, une catastrophe nucléaire arrive, les deux, c'est-à-dire le couple, l'homme et la femme, partent à l'auberge du village à côté. La narratrice reste toute seule.
C'était le soir, mais la nuit arrive, le couple ne revient pas. La narratrice était fatiguée, dit-elle, après le voyage. Ils vivent à la base, ils vivaient dans une ville, ils connaissaient une vie citadine, quoi. Et donc, pour passer 3 jours de week-end dans la montagne, on va dire, dans la forêt des Alpes autrichiennes, et ben pourquoi pas, en fait. Voilà, il dit oui à sa cousine, et sa cousine qui ne s'occupait pas de son mari comme il faut, parce qu'il aimait plutôt la chasse et il aimait flirter avec les hommes, comme dit le texte, bien, il invite sa cousine qui est la narratrice, parce qu'elle était une bonne femme de ménage, non, une femme de foyer, je veux dire. La narratrice pouvait bien préparer des plats qui plairaient à Hugo, le mari de la cousine. Voilà. Mais lorsque le couple part au village voisin, il ne revient plus. Le lendemain, la narratrice, qui entre-temps était endormie parce qu'elle était fatiguée, lorsqu'elle allait les chercher, bah, ils ne reviennent pas. Et quand elle est allée les chercher, il va heurter un mur. Voilà, il va heurter quelque chose de lisse et de froid. Et il comprend qu'il y a eu une catastrophe parce que au-delà du mur, tout est figé, tout est pétrifié, hein. Il peut même voir un vieil homme et une vieille femme qui sont morts. La vieille femme assise sur une chaise devant sa petite maison, et l'homme qui voulait boire d'une fontaine avait porté de l'eau dans sa main et il était mort, figé, pétrifié dans cette position. Voilà ce que nous dit le texte en fait. La narratrice va devoir s'adapter, voilà. Bah, heureusement, il n'est pas toute seule, en fait. Il y avait un chien dans le chalet, un chien qui appartenait à Hugo et un chien qui s'appelle Lynx. Euh, que le garde-chasse, hein, c'est-à-dire celui qui travaillait, parce qu'on a dit que le chien appartenait à Hugo, et donc le chien était bien dressé par le garde-chasse. La narratrice dit que c'était un homme honnête, puisque le chien était bien dressé, voilà, c'est pour cela. Cette femme de 40 ans qui visite sa cousine dans un chalet alpin, ses hôtes ne reviennent pas de leur sortie, comme je viens de le dire. En partant à la recherche, ils découvrent donc un mur invisible qui la sépare du reste du monde. Tout au-delà est pétrifié. Il va être piégé dans ce territoire, il va être isolé, il va donc apprendre à survivre, à cultiver, à chasser, à construire, à tisser des liens profonds avec ses compagnons, notamment son chien Lynx, et puis la vache qu'il va découvrir plus tard, puis la chatte qui viendra dans le chalet, et la chatte mère va avoir plusieurs chats, d'accord, bah, notamment une petite chatte très blanche et avec un poil soyeux et des yeux très bleus, une petite chatte angora, comme nous dit le texte, qu'elle va appeler Perle, parce qu'elle était comme une petite perle. Puis plus tard, il va y avoir d'autres chatons, notamment Tigre. Enfin, la narratrice donne des noms à ces animaux domestiques qui vont peupler sa vie et qui vont lui donner l'espoir de continuer, en fait. Et il va donc tenir un journal intime au jour le jour, voilà. En fait, elle arrive un 30 avril et elle commence à écrire 2 ans et demi plus tard, c'est-à-dire le 9, hein. Alors, si ma mémoire est bonne, pour ne pas dire une bêtise, donc le 5 plutôt. Ouais, le 5. Le 9 ou le 5, je ne sais pas. En tout cas, 2 ans, 2 ans plus tard, elle va commencer à. Je vais vérifier tout de suite. Elle va commencer donc à rédiger son aventure, surtout après la mort de Lynx, le chien, et Taureau. Taureau, c'est le taureau ça. Ils vont être tués par un homme inconnu et ça va être un cataclysme, ça va être un événement tragique pour la narratrice. Et donc, elle va écrire pour rendre hommage à ces animaux, notamment à Lynx, qui a on va dire, Lynx pour elle était
un moment donné, il dit, j'avais oublié que lynx était un chien, en fait. Il a cru à un moment donné que lynx pouvait être un enfant, un humain qui lui tient compagnie, qui la comble de tendresse et qui la comprend, etc. Et donc la mort de lynx était vraiment un événement tragique pour la narratrice qui va la pousser à rédiger ou à écrire au jour le jour sans, enfin à écrire ce récit qui en réalité était un journal intime. Voilà. La troisième œuvre, c'est l'œuvre philosophique. Donc, c'est un essai écrit par Georges Canguilhem, qui est à la fois un agrégé de philo et un docteur en médecine, qui est né en 1904 et mort en 1995, philosophe et médecin français, figure majeure de l'épistémologie. Il a donc eu on va dire un titre de docteur grâce à sa thèse intitulée Le normal et le pathologique. Dans ce livre qui nous intéresse, il y a donc, on va dire, un recueil d'essais et de chapitres philosophiques, notamment le normal, le pathologique, le monstrueux et la monstruosité, le vivant et son milieu, la machine, donc les machines et organismes, et puis la présentation et l'histoire de la biologie, de l'expérimentation en biologie animale. Canguilhem explore la relation entre la connaissance et la vie, qui critique la réduction des phénomènes vivants aux explications mécanistes. Il soutient donc que la vie ne peut être comprise par la simple analyse de ses composants. Évidemment, il y a une thèse fondamentale dans le livre de Canguilhem, c'est celle de distinguer le vivant et ses règles, ses propres normes. Le vivant, on va dire. Le vivant, c'est l'homme, c'est les animaux, voilà. Les végétaux aussi, hein, les plantes sont des vivants. Hein. Ils ont leurs propres lois, leurs propres normes qu'on ne devrait pas confondre avec celles de la matière. Donc, on ne peut pas utiliser des lois physiques ou chimiques qui sont celles de la nature ou de la matière. On ne peut pas imposer cela, donc ces lois, donc ces façons de faire sur le vivant qui a ses propres normes et ses propres particularités. Donc, il faudrait changer complètement d'attitude vis-à-vis de la vie. La structure de cette œuvre philosophique, qui est d'ailleurs, on va dire, la structure programme, donc au programme, on va dire, les chapitres qui sont au programme. Nous avons la pensée et le vivant, évidemment. C'est un questionnement sur la relation entre la conscience et la vie biologique. Ça fait partie du programme. Puis nous avons le deuxième chapitre, expérimentation en biologie animale. Ça fait partie du programme également. Et nous avons les 4 chapitres, c'est-à-dire à partir du deuxième jusqu'au 5e. Donc 2, 3, 4, 5. Le deuxième, c'est machine et organisme. Ensuite, le vivant et son milieu, le normal et le pathologique, et finalement, la monstruosité et le monstrueux. Voilà, donc c'était tout pour par la présentation, on va dire, la présentation des 3 œuvres et du thème de l'année. Évidemment, ça c'était juste la présentation. Le travail le plus important, c'est celui du croisement des œuvres, c'est-à-dire le fait de travailler des extraits dans le sens des expériences qui sont multiples et qui sont subjectives et qui vont parfois de l'émerveillement, voilà, jusqu'à parfois l'anéantissement ou le risque carrément d'anéantissement. Et puis le rapport de l'homme à la nature, est-ce que l'homme est maître de la nature? Doit-il agir en tant que maître? Doit-il chercher à dominer, à soumettre? Doit-il chercher à connaître? Et s'il devait connaître, c'est comment? De quelle façon? La connaissance de la nature vient-elle des livres, c'est-à-dire de ce que les autres avant nous nous ont légué, ou bien la connaissance de la nature devrait être une expérience réelle, pratique, qui consiste à se frotter au milieu, à la nature, au réel.
ou bien, voilà, faudrait-il protéger? Comment protéger, justement? Comment suivre les lois de la nature, se soumettre? La nature est-elle une mère nourricière ou bien une marâtre, c'est-à-dire voilà, une femme cruelle, méchante? Faut-il la prendre comme une source de, comment dire, une source de protection? Est-elle une mère nourricière, protectrice? Et ainsi de suite. Et puis après, ce que font les artistes sur l'art, comment parler de la nature, comment décrire la nature, comment dire la nature, comment transfigurer la nature. Donc vous voyez qu'il y a ici entre 4 à 5 entrées principales dans le thème et évidemment les dissertations vont aller dans ce sens-là. Voilà, donc je vais arrêter ce cours, ce premier cours qui consistait à présenter les 3 œuvres et le nouveau thème de cette année. Et voilà, je vous donne rendez-vous à un autre cours plus tard, Inch'Allah. Et voilà, au revoir. La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, on va dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques ECS, ECT.